Bonjour à tous et bienvenue. Comme promis lors des dernières vidéos, on va aujourd'hui parler des comptes du Barça, des finances, avec notamment cette question en suspens. Est-ce que le Barça peut acheter Neymar? Ça agite tous les jours les médias du monde entier qui disent souvent n'importe quoi autour des finances du Barça. Alors évidemment, en préambule, toutes les sources seront dans la description de la vidéo. Il y aura tous les liens pour ceux qui veulent aller en profondeur sur le sujet, parce que n'étant pas expert comptable ou expert de la grande finance, ça va être une analyse pour permettre de vulgariser certains termes et d'avoir une vue globale sur le sujet. Mais pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent voir les audits, qui veulent voir tous les comptes en détail, tout est dans la description. Alors on va commencer par une notion basique, mais depuis 2012, le Barça présente des comptes positifs chaque année. Chaque année, ils font au moins 12, 20, 15 à peu près millions de bénéfices. Ça, c'est la première chose à savoir, ce qui peut surprendre, parce que souvent on n'entend pas ça, on dit oui, ces finances sont catastrophiques ou je ne sais quoi. Mais depuis 2012, on peut le voir sur les graphiques, la courbe est positive, alors qu'avant, c'était, on va dire, très compliqué. Alors, comme on peut le voir également sur ces mêmes graphiques, on voit que le chiffre d'affaires est en perpétuelle croissance, avec notamment, regardez, un grand pic depuis 2 ou 3 ans. Alors, c'est vrai que le Barça a fait beaucoup de bruit en disant « Nous sommes le premier club de foot à dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires ». Ce qui est assez marrant et assez symbolique, c'est que normalement tous les comptes sont chiffrés en euros. Mais là, évidemment, ils ont converti en dollars parce que cette fameuse barre fatidique du milliard, c'est à peu près 960 millions d'euros. Donc comme on peut le voir, le chiffre d'affaires est colossal et monte de plus en plus. Alors, plusieurs explications à cela. La première étant les contrats de sponsoring. Nike, c'est plus de 150 millions par an. Rakuten, le sponsor maillot, c'est 65. Et derrière, vous en avez plein d'autres. Vous avez Konami, vous avez Estrella Damm, vous avez Gatorade, vous avez Nesquik, la Caixa Bank. Bref, vous avez un pool de sponsors, on va dire très important même au niveau international, qui mettent des millions chaque année dans le club. Associé à cela, vous avez le merchandising qui marche de plus en plus, notamment sur le marché asiatique. Et vous avez ce Camp Nou Experience, comme on dit, c'est-à-dire que indépendamment de la billetterie qui génère une partie du chiffre d'affaires, même si comme on le voit, la billetterie dans un club, c'est pas, avant c'était ce qui faisait fonctionner un club, aujourd'hui ça devient presque périphérique par rapport au reste. Et c'est là où le Barça est très fort, c'est qu'en plus des rentrées d'argent liées à la billetterie, il y a tout le reste, fameux Camp Nou Experience, donc vous pouvez voir un article dans la description, c'est-à-dire que les gens vont dépenser jusqu'à plus de 130 € parfois jour de match. Il y a également le musée du Barça qui a accueilli plus de 30 millions de personnes depuis son inauguration. Et l'entrée, si je ne dis pas de bêtises, c'est 28 € quand même. Et c'est le musée le plus vu de Catalogne aujourd'hui. C'est-à-dire que le Barça, dans cette idée de marque internationale, on va dire d'être au-delà d'un club de foot. Aujourd'hui, comme il y a Apple, comme il y a les GAFA, comme il y a Nike, Adidas, etc., il y a le Barça à travers le monde. C'est devenu une marque qui se suffit à elle-même et donc on consomme aussi cette marque de par non pas seulement des produits dérivés, mais également de par son empreinte culturelle. Et c'est là où ils sont très forts et ça génère aussi pas mal d'argent. Ajoutez à ça, évidemment, sans doute le revenu le plus important, les droits TV en perpétuelle hausse, notamment les droits liés à la Ligue des Champions, et vous arrivez à un chiffre d'affaires absolument colossal. Dans le même temps, le Barça a des académies dans le monde entier, donc sur les 5 continents ils sont présents. Alors dit comme ça, les académies de foot, ça fait vraiment projet sportif, on va récupérer les meilleurs talents d'ici et là, mais en fait c'est cacher la vérité, c'est avant tout du business. Alors l'Académie Barça, pour utiliser le nom Académie Barça, vous devez payer de l'argent. Alors j'ai pas la somme exacte, tout ce que je sais c'est que c'est l'académie la plus chère au monde si vous voulez exploiter la licence. Pour vous donner un exemple que je connais bien, c'est le PSG. Si admettons vous voulez exploiter la licence du PSG, vous êtes en Sierra Leone, vous voulez faire un PSG Sierra Leone, vous donnez 100 000 € et ensuite faites ce que vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez faire un terrain de 5 en disant c'est PSG Academy Sierra Leone, vous pouvez le faire. Donc par exemple au PSG, il y avait le PSG Shanghai qui n'a pas duré très longtemps, c'était dans un centre commercial, ils avaient fait un 5 avec boutique, etc. Alors parfois tu as aussi des écoles de foot, enfin bon, ça peut être quantité de choses. La licence du Barça, c'est la plus chère de tous les clubs au monde. Il y en a de partout. Et quand je vous dis l'internationalisation de la marque, on peut également le voir dans les rapports annuels du Barça, c'est-à-dire financiers, développement, projet, etc. Il y a un accent qui a été mis notamment sur la Chine, avec également le Japon. D'ailleurs, il y a 2 nouvelles enseignes qui viennent d'ouvrir là-bas. Et dans cette idée-là, il y a l'investissement à Hainan, qui est une île dans le sud de la Chine, en mer de Chine méridionale, donc un hub qui devient assez touristique même pour le marché intérieur chinois, qui est donc une des priorités du gouvernement, pour cette idée de développer le tourisme justement à l'intérieur de ses frontières, afin que les devises restent et non pas qu'elles
qu'elles partent de Chine pour faire marcher le tourisme de France ou de quelconque autre pays. Et donc justement, vous avez une école du Barça avec 1000 à 1200 étudiants, un musée qui est prévu et tous ces espaces récréatifs et touristiques autour de cela. Alors le Barça a mis entre 8 et 10 millions avec cette idée d'avoir beaucoup plus de retour sur investissement. On peut également voir dans tout ce domaine marketing, etc., que le Barça fait des efforts considérables et a énormément investi ces dernières années pour développer tout ça, également le digital. Bref, vous allez dire tout va bien dans le meilleur des mondes, regardez ce chiffre d'affaires incroyable, ajoutez à cela les ventes, avant le Barça n'était pas un club qui vendait beaucoup, et c'est peut-être justement ça la bascule. C'est qu'auparavant, le Barça se suffisait à lui-même, entre guillemets, quand il perdait pas d'argent, mais là, depuis quelques années, on voit que pour équilibrer les comptes, il faut faire des ventes, et des grosses ventes au final. Et on le voit dans les discours des dirigeants barcelonais, ils disent non mais les ventes, les transferts, ça fait partie d'un bilan comptable normal, donc il faut prendre ça en compte pour équilibrer les comptes, etc. Et c'est là où en fait il va y avoir le bas qui blesse, et le problème c'est la question de la dette. Et les opposants de Bartomeu n'arrêtent pas de dire non mais la dette qu'on nous présente, elle n'est pas vraie. Donc selon les rapports du Barça, la dette se situerait aux alentours de 150 millions au total, sachant qu'ils l'ont quand même bien baissé depuis 2012, il ne faut pas l'oublier, mais c'est selon une manière de compter les choses. Et comme vous pouvez le voir, il y a des articles qui disent non, peut-être que la dette en fait elle a plus de 400 millions. C'est pas vraiment à combien elle est, ça dépend combien tu chiffres ça, etc. Parce que on peut le voir, le chiffre d'affaires a augmenté, mais les dépenses aussi. Alors tout le monde parle de cette masse salariale, la plus grande d'Europe, en effet. Regardez comme elle explose suite au départ de Neymar, les revalorisations de contrats, des gros transferts et autres. Mais c'est surtout qu'en fait, le Barça a acheté plein de joueurs au prix fort et comme le fait beaucoup de clubs, attention, beaucoup de clubs le font. Beaucoup de clubs le font. C'est-à-dire que le transfert ne se paye pas cash. Il se paye en plusieurs mensualités, parfois sur plusieurs années. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur cet article-là, il restait encore, à cette date de l'article, plus de 90 millions à payer à Liverpool. Ce qui crée des dettes sur les joueurs, qui sont absolument colossales. Même dès l'Ofeu, il y avait encore de l'argent à donner à Everton, et sur plein d'autres cas. C'est-à-dire, voilà, après c'est l'idée d'amortissement, de mensualité, mais ça, d'autres clubs le font évidemment. Mais sauf que ça crée des dettes. Et dans le même temps qu'on voyait ce chiffre d'affaires donc qui explose, et les dépenses, dans le même temps qu'ils le font avec cette masse salariale, qui fait parler. Également sur les autres disciplines, parce que le Barça est un club omnisport, et comme vous pouvez le voir, et bien pareil, c'est plutôt un déficit. Donc, ce n'est pas forcément facile. Tous les coûts d'exploitation en plus qui ont augmenté de par cette idée d'améliorer cette cellule marketing et d'en faire un hub international novateur au niveau du sport, ça a coûté aussi pas mal d'argent. Donc forcément, les bénéfices sont un peu réduits et pour cela, le Barça a dû vendre. Ce qui fait bondir certains disant mais regardez, aujourd'hui le Barça va faire du trading de joueurs quelque part. C'est-à-dire récupérer des joueurs pour sa réserve, un petit peu les emmener en équipe professionnelle et ensuite les revendre. Il y a cette idée même de vendre les mecs dès que ça va pas trop, on a besoin, allez, ça dégage. Et cet été, ce qui est aussi ce qu'ils vont devoir faire. Alors la nouvelle direction se justifie tranquillement, mais c'est vrai qu'on le voit, le nouveau virage philosophique, c'est qu'avant la Masia, c'était vraiment essentiellement des joueurs formés à Barcelone avant leur majorité. Il y en avait quelques-uns qui rejoignaient la Masia et notamment la réserve vers entre 18 et 20 ans. Là, on voit que le Barça fait aussi de la post-formation. C'est-à-dire, on leur amène des joueurs, enfin ils vont acheter des joueurs, notamment là ils ont pris 2 néerlandais, qui ont dépassé leur majorité déjà, qui ont été formés ailleurs. Ce qui pose beaucoup de questions sur l'étude de la Masia, mais c'est à corréler avec la santé financière du club. Alors, donc cette dette dont on ne sait pas trop, et aussi les emprunts qu'on peut voir. Là, récemment, début d'année, 140 millions d'emprunts vers 2 firmes nord-américaines. Alors certes, le taux est intéressant, 1,8. En plus, le Barça a quand même beaucoup d'avantages sur ses prêts, mais quand même, ça a posé une première question. Pourquoi récupérer 140 millions, sachant qu'il y avait déjà d'autres lignes de crédit au club, comme vous pouvez le voir ici? Alors, première chose, c'est que même si le Barça réalise des bénéfices depuis 2012, en caisse, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Or, quand tu dois payer Antoine Griezmann, c'est-à-dire payer la clause, tu ne peux pas étaler le transfert comme ça. Tu dois payer et donner directement le montant de la clause. Donc, il y avait évidemment l'idée de récupérer du cash directement pour faire Griezmann. Et après, ça pose question. Pour quelle autre raison? Et ça, il y a toujours un petit mystère, un côté opaque aussi vis-à-vis de tout ça. Sachant que ce n'est pas la première ligne de crédit que le Barça effectue. Et en fait, il faut mettre tout ça en relation avec l'énorme projet Espia Barça, qui est, on va dire, il y a Bernabéu qui se rénove,
il y a l'Atlético avec le Wanda Metropolitano et il y a cette idée de rénover le Camp Nou et de faire plein d'autres choses. C'est pour toutes les entités du Barça, qui je rappelle est un club omnisport, pour la réserve, le basket, le hockey, le handball, tout rénové. C'est un projet gigantesque de 600 millions à peu près au total, avec des zones récréatives, resto-bar. C'est aussi l'idée de se promener. Et comme je vous le dis au tout début, la marque Barça, on consomme Barça, etc., etc. Ça devient aussi un lieu de vie. Alors ils ont mis du temps à obtenir l'accord de la mairie, les socios avaient évidemment voté pour ce projet-là. Et en fait, pour financer ce projet, c'est en 3 tranches. La première étant de trouver du naming à hauteur de 200 millions. Sauf que, à la différence de l'Atlético et de tous les autres entités sportives utilisant le naming, c'est-à-dire vous payez, c'est à peu près chaque année. Ça, admettons, vous faites un contrat sur 10 ans à 100 millions, bah, chaque année c'est 10 millions. Là, le Barça réclame 200 millions directement. Et en fait, ils ont besoin d'avoir ces 200 millions-là pour ensuite obtenir un prêt de 200 millions. Et ensuite, les 200 autres millions seront financés par les zones commerciales, etc. C'est ça, on va dire, dans le meilleur des mondes. À la base, ce projet devait arriver fin 2011. Là, au mieux, ce serait 2021, pardon. Là, au mieux, ce serait 2023. Et il n'y a toujours pas de financement. Alors au début, c'est Goldman Sachs qui a été chargé de récupérer cette identité, cette idée de naming, etc. De trouver des firmes, parce qu'il faut avoir les reins solides afin d'y arriver. Mais Anne Massoran ne voit-tu rien venir. Au début, c'était très confiant, mais finalement, à cause des modalités de paiement, ça ne se fait pas. Parce qu'ils disent, attends, déjà, le Camp Nou, c'est un nom quand même qui sonne beaucoup. C'est un peu comme Bernabéu, ça va être compliqué de mettre du naming. Hein. Je vous renvoie à la vidéo de Willou à ce sujet-là. Le lien dans la description. Et donc, autre chose, soit tu lisses le paiement sur des années, mais direct, qui va mettre? Et donc là, récemment, ils ont fait appel à une autre firme, JB Capital Markets, qui est un peu reine en Espagne à ce sujet-là, pour justement les aider, parce que ça prend beaucoup de retard. Et le problème, c'est qu'avec ce projet colossal, où tu vas encore devoir t'endetter et faire une ligne de crédit de 200 millions, d'un autre côté, est-ce que tu peux vraiment faire péter la banque, notamment pour faire revenir Neymar? Et dans le même temps, on le voit avec cette idée de sponsoring presque de luxe, c'est-à-dire, faut mettre 200 millions, on est le Barça, etc. Vous voyez que Audi, Gillette et Lassa, 3 sponsors ces dernières années, quittent le navire, et il y en a 2 notamment, c'est à cause des montants demandés par le Barça, qui étaient jugés beaucoup trop. Alors il y a d'autres sponsors qui partent, d'autres qui arrivent, je m'en fais absolument pas pour eux, mais là, avec un tel mercato, l'arrivée de Griezmann, l'arrivée d'autres joueurs en réserve aussi qui ont coûté de l'argent, et cette idée de faire Neymar, tu te dis c'est compliqué. Alors évidemment, le Barça dit oui, mais regardez l'an passé, on a un petit peu baissé la masse salariale, tatati, tatata. Alors en fait, c'est plus que ça stagne, notamment grâce au départ d'Andrés Iniesta. Mais là, en comptant Griezmann et potentiellement Neymar, bien qu'il baisserait son salaire, la masse salariale va encore en prendre un énorme coup. Mais c'est pour ça qu'il faut faire partir des joueurs. Aujourd'hui, le Barça, pourquoi ils veulent un échange? Parce qu'il y a 2 points. Le premier, c'est l'ego. C'est-à-dire que Bartomeu n'a pas envie de donner de l'argent au PSG. C'est la première chose. Et ils essaient de jouer la montre en disant Neymar veut se barrer, les Qataris, je sais qu'ils veulent le dégager, etc. Donc au bout d'un moment, ils vont négocier à nos conditions. C'est un peu l'idée de ce combat de coq. Et le PSG, eux, veulent de l'argent, ce que je comprends tout à fait. Et le deuxième point, c'est que s'ils arrivent à faire partir des joueurs, ça va baisser leur masse salariale et ça va permettre un peu d'équilibrer et de ne pas te payer en plus. Et malgré ça, même si Neymar arrive par X biais que ce soit, il va falloir une grande vente pour un minimum compenser. Que ce soit à la fois pour la masse salariale et surtout parce que pour la survie du Barça aujourd'hui sur les comptes, il faut une grosse vente par mercato. C'est pour ça que le président Bartomeu n'arrête pas de valoriser ses joueurs, ses actifs, notamment Ousmane Dembélé, parce qu'il sait que sur le marché aujourd'hui, Ousmane Dembélé a une véritable valeur. Et le Barça va devoir faire au moins une grosse vente et dégager, on va dire, 1 ou 2 joueurs qui ne jouent plus trop. Cette idée un peu de trading. Donc il y a notamment Malcolm, je pense pas qu'ils vont gagner beaucoup d'argent à ce niveau-là. Et potentiellement Semedo, Umtiti, Rakitic. Bref, ils sont assez ouverts pour faire partir un autre joueur afin justement de récupérer Neymar. Donc, sur tous ces projets-là, parce que attention, le Barça, comme je vous dis, leur implantation en Chine, avait sur cette île à Hanaï, il y a plein de choses à dire. C'est absolument fascinant. Mais ça pose question sur les dettes et notamment l'énorme projet qu'ils ont. Peuvent-ils à la fois le faire et trouver donc tous les financements et à la fois faire revenir Neymar, sachant qu'ils ont déjà fait Griezmann. En un été, ça paraît compliqué. Et n'oubliez pas que ce projet-là, dans l'idée du Barça, dans l'histoire du Barça, ce sera une des plus causes importantes. Rénovation de toute l'entité omnisport. C'est-à-dire que Bartomeu, évidemment, l'ego, etc., qui veut toujours laisser une trace, là, c'est lui, c'est le président qui veut cette modernisation du Barça, etc. Donc c'est ultra important et c'est la priorité, indépendamment de Neymar. Le plus important, c'est la rénovation du Camp Nou, c'est tout ce projet-là, parce que ça met aussi en balance la mairie, les pouvoirs politiques, etc. Et donc c'est compliqué. Alors voilà, pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Pour tous ceux qui ont des doutes, évidemment, et sur les dettes, etc., qui veulent en savoir plus pour un peu mieux comprendre, les articles sont souvent en espagnol, toutes les sources sont là-dedans, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas,
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à vous abonner, ça m'aide grandement. Un énorme merci à Ludovic pour le montage, et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!